Bonsoir à tous, on peut même se dire bonsoir maintenant, il commence à être un peu tard. Bonsoir. Je vous présente pas Hugo Clément, est-ce que tout le monde le connaît ou il y a des gens qui le connaissent pas dans la salle? Que je sache si je perds 5 minutes à lui faire présentation. Ah, tout le monde a l'air de te connaître. En tout cas, il est le nouveau visage de la rentrée de France Télévisions et l'incarnation de ce virage éditorial sur l'écologie dont vient de nous parler Takis Kandilis. Donc Hugo Clément qui a été formé à France 2, révélé par Yann Barthès. Et après quelques mois sur le site Combini, donc le voici de retour sur France Télévisions, par la grande porte, avec une émission en prime time qui va arriver, qui s'appelle Sur le front. Il y a 4 numéros prévus cette année, si j'ai bien révisé, et beaucoup de reportages qu'on verra au fur et à mesure sur Internet. Juste, c'est ce que disait Takis, il disait qu'il fallait s'engager sur ces thèmes-là. Est-ce que tu te sens journaliste militant? Est-ce qu'en gros, tu es un militant de la cause écologique, ou est-ce que tu es un reporter totalement neutre et totalement distancé par rapport à ton sujet? Alors, distancer, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Distancer, oui, mais pas distancer au sens froidement sur j'ai pas trop d'avis. Je suis un journaliste engagé, et ça, je l'assume complètement. Militant, j'ai un peu de mal avec ce mot, parce que dans le mot militant, souvent, on colle parfois la malhonnêteté sur certains sujets. C'est-à-dire qu'on va dire quelque chose, même si c'est faux, et on va défendre mordicus un point de vue, même si ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je crois plus trop aujourd'hui à l'objectivité journalistique. J'y ai jamais cru. Non, moi, j'y ai jamais cru. Je pense que c'est un peu un fantasme, l'objectivité journalistique, de penser que les journalistes sont complètement imperméables à ce qu'ils peuvent ressentir et dans leur manière d'aborder les sujets totalement distanciés, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, je crois, et c'est Jean-Michel Apathy qui dit ça, donc je lui emprunte la formule, je crois à la maîtrise de la subjectivité. C'est-à-dire que être objectif, c'est impossible. Mais aveuglé, être honnête, par contre, c'est indispensable. C'est-à-dire que je ne vais jamais, évidemment, modifier la réalité pour que ça colle à ce que je pense. Ça, c'est incontournable et on ne peut pas faire autrement. Par contre, être engagé sur la question climatique, si être un journaliste engagé, c'est dire le réchauffement climatique, le changement climatique est un problème, si être un journaliste engagé, c'est dire il y a une urgence, si être un journaliste engagé, c'est dire que si on continue comme ça, on va dans le mur. Oui, je suis un journaliste engagé, mais je pense qu'avec ces critères-là, une bonne partie de la population peut se retrouver là-dedans. Et donc, du coup, ce nouveau magazine sur France 2 là, qui va arriver, c'est pour dénoncer les changements climatiques? C'est quoi la ligne éditoriale? C'est quoi ce que tu vas dénoncer? Comme son nom l'indique, sur le front, c'est d'être sur les lignes de front de l'environnement. Nous, on voit un peu ce qui est en train de se passer au niveau mondial. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans le reste du monde, comme une sorte de nouvelle guerre mondiale qui est en train de se développer un peu partout, avec des champs de bataille, que ce soit sur le plan des océans, sur la biodiversité, sur les forêts. On l'a vu cet été avec l'Amazonie. Et ça se retrouve dans à peu près tous les endroits du globe. Et on a envie d'aller sur le front de ces combats-là et de mettre en lumière les gens qui se battent pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé et de trouver des solutions. On ne voulait pas faire un truc, comme l'a dit Takis, catastrophiste. Si l'idée c'est de dire c'est foutu, on va tous mourir, bon, je ne suis pas sûr que ce soit très engageant et je ne suis pas sûr que ça donne vraiment envie aux gens de se mobiliser. L'idée c'est de mettre en lumière les gens qui se battent et d'expliquer aussi comment on peut les aider concrètement à réussir leur combat, qui est le combat commun. Alors cet été, j'ai vu sur ton Instagram, sur tes réseaux sociaux, des vidéos de dauphins qui étaient martyrisés, massacrés même aux îles Féroé. Donc tu es allé faire des images là-bas. On va le voir, je pense, dans le premier numéro de Sur le front qui doit être sur les océans. J'imagine que c'est dedans. Alors le premier numéro de Sur le front, c'est sur les océans, effectivement, mais ce sujet-là en particulier, il sera diffusé sur le numérique dans un premier temps, puisque, comme l'a dit Takis, il y a aussi toute une offre numérique avec une vidéo par semaine qui sera diffusée sur les réseaux sociaux de France Télévisions, sur France TV /, sur cette thématique de l'environnement. Mais quand tu dis je veux le filmer pour que ça change, est-ce que concrètement, là, nous, petits Français, petits téléspectateurs, quand on voit ça, en quoi le dénoncer, le montrer, ça peut faire changer les choses en France, par exemple? Cher Hugo. Alors, faire changer la chasse aux dauphins en France, ça n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y en a pas. Mais par contre, ça permet d'attirer l'attention sur un problème qui est qu'aux îles Féroé, ils tuent à peu près 800 dauphins globicéphales chaque année, ce qui paraît beaucoup, surtout qu'ils sont à peine 50 000 sur l'archipel. Nous, en France, on en tue à peu près 6 000 des dauphins chaque année en France. Pas volontairement. En métropole ou dans les... En métropole, en Atlantique. C'est-à-dire qu'on ne va pas les tuer avec des couteaux, mais ils sont pris dans les chaluts qui pêchent notamment le thon et le bar. Et on en tue entre 5 et 6 000 chaque année. Donc c'est aussi un problème, la destruction des cétacés. C'est aussi un problème qui nous concerne, nous, consommateurs, nous, Français, quand on va faire nos courses au supermarché, à la poissonnerie, et qu'on achète du poisson qui est issu de ces types de pêche-là qui est pratiqué sur nos côtes. Et puis, même si c'est pas chez nous, la chasse aux dauphins,
européen. Pourquoi elle existe? Parce qu'elle est protégée par le Danemark, qui est un pays qui fait partie de l'Union européenne, qui est donc signataire de la Convention de Berne, qui protège cette espèce-là. Donc au Danemark, c'est interdit. Mais les îles Féroé, c'est une province autonome du Danemark qui n'est pas signataire de ce traité et que le Danemark protège. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, au sens légal du terme. Et le Danemark protège cette pratique-là pour ne pas donner des envies d'indépendance aux îles Féroé. Donc il y a une pression aussi à faire des citoyens européens, y compris des citoyens français d'ailleurs, à la suite du reportage qui a été diffusé sur des petits bouts de reportage qui ont été diffusés sur Instagram. Sociaux, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des lettres à l'ambassade du Danemark, etc. Alors est-ce que ça peut permettre de faire augmenter une pression et à terme d'arriver à faire cesser cette pratique-là? Oui, c'est une histoire de petites gouttes, mais c'est possible que ça fonctionne à terme. Et comment tu choisis tes sujets du coup, là, par exemple, ces massacres de dauphins, c'est des choses dont tu avais entendu parler. Comment tu décides d'y aller à cette date-là? Comment tu es sûr que ce jour-là, en allant à l'endroit où tu es allé... on n'est pas sûr du tout. Ça, c'est la loterie. C'est-à-dire en l'occurrence, des chasses aux dauphins comme ça, il y en a une cinquantaine tous les ans, avec une plus grosse... Donc ça fait une par semaine, quoi, en gros. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, c'est un archipel. Donc il faut choisir une des îles, et si vous êtes sur une île et que la chasse aux dauphins a lieu dans une autre île, vous n'avez pas le temps d'y aller, donc ça réduit statistiquement les chances de l'avoir. Mais il se trouve qu'en août, c'est la haute saison de la chasse aux dauphins, parce que la mer est relativement calme, et c'est quand il fait beau aux îles Féroé qui tuent les dauphins, parce que quand il y a trop de mer, ils n'arrivent pas à les rabattre vers les plages. Donc on y allait en août, parce qu'on savait que c'était la haute saison, entre guillemets, de cette chasse, et on a beaucoup d'informations qui nous remontent sur ces thématiques-là, parce que les gens savent qu'on traite ces thématiques de l'urgence climatique. Donc les réseaux sociaux sont vachement importants dans ma manière de bosser, parce que j'ai beaucoup d'infos qui me remontent, des gens qui me disent tiens, j'ai vu ça, peut-être que ça va t'intéresser, etc. Et beaucoup de sujets se font comme ça, en fait. Mais là, c'est un coup de chance, je mets entre guillemets, parce que c'est des images qui sont quand même dures à regarder, donc j'imagine, comme tu les as vues de tes yeux vus, c'est un moment difficile, mais c'est un coup de chance où tu t'es retrouvé au bon endroit au bon moment, comme on dit, ou... Oui, on y était 4 jours sur place, donc il y avait une chance sur 2 qu'on assiste à une chasse. Voilà, ça fait partie des aléas du boulot de reporter. Il y a plein de moments où on va à un endroit où on pense qu'il va se passer quelque chose et finalement ça n'arrive pas, et parfois c'est l'inverse. Ça fait partie du boulot. Et du coup, tu pars en reportage combien de temps dans l'année? Tu es en reportage tout le temps là pour faire cette série de documentaires? J'ai vu que tout l'été, tu avais l'air d'être un peu par Mons et par Vaux. Donc... Oui, on a 4 primes à faire de 90 minutes chacun d'ici juin. Donc c'est lourd à produire, c'est beaucoup de tournage. Donc on va dire que je suis à peu près la moitié du temps en tournage. Voilà, sur une année, on va dire que je suis 6 mois. Et tu te déplaces en bateau comme Greta Thunberg ou... Non. Ça, c'est pas bien, Hugo. Non, parce que c'est techniquement impossible. Ça voudrait dire que je fais une demi-émission par an et pas 4. Mais c'est une vraie question. D'ailleurs, on va compenser comme on le peut, même si ça n'annule pas les émissions. On va essayer de les compenser. Tu manges pas de viande, pas de poisson, donc ça compense. J'ai quand même... Ton bilan carbone est compensé. Ça compense, mais je pense que j'ai quand même un bilan carbone qui est supérieur à la majorité de la population, parce que je voyage beaucoup en avion pour le travail. Je m'applique la discipline personnelle de ne pas le faire pour mes voyages de personnel. Voilà, j'essaie de ne pas prendre l'avion pour mes vacances, mais je le prends beaucoup pour mon travail. On ne va pas dire le contraire, c'est une réalité. Après, c'est l'éternel problème. C'est aussi ce qu'on reproche par exemple à Sea Shepherd. Il y a beaucoup de critiques de Sea Shepherd qui disent oui, alors vous sauvez les dauphins, mais vous cramez un nombre de litres de fuel avec vos bateaux énorme. Oui, c'est vrai, mais à un moment, il faut choisir ce qu'on est prêt à faire, également comme impact environnemental, pour essayer d'avoir un impact encore plus grand que celui qu'on a au niveau individuel. Dans l'autre sens, évidemment, l'impact. Et un sujet franco-français sur la France, parce qu'il y a des choses à dénoncer sur le fonctionnement. Mais dans tous les documentaires, il va y avoir des séquences en France. Du coup. Bien sûr, il y a des séquences en France dans tous les documentaires, parce que le combat climatique, c'est pas simplement quelque chose de lointain ou d'exotique. Il y a tous les jours en France, en Méditerranée, dans les Alpes, partout, des combats à mener, des gens qui les mènent. Public, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu as beaucoup de gens qui te suivent, je crois plus de 600 000 sur et Twitter et Instagram. Tu as un public relativement jeune. Est-ce que c'était un peu aussi l'intention de Takis? C'est ce que disait Dominique Seux tout à l'heure. Est-ce que son intention, c'est de faire venir aussi à France Télévisions des jeunes et te servir, disons, de ta base? Il faut lui demander, du coup. Non, mais à toi, est-ce qu'il te l'a dit? En gros, on sait que les jeunes vont te regarder et ça va permettre peut-être de passer cette prise de conscience qu'ont les jeunes générations aux plus vieilles qui regardent France 2 plus souvent que les jeunes. Alors, je ne sais pas si l'objectif c'est d'amener des jeunes vers le linéaire, vers la télé classique.
je pense que c'est en partie l'idée d'essayer de rajeunir ce public-là, même si c'est un format sur le fond qui s'adresse à des gens de tous les âges et pas simplement aux plus jeunes. Moi, je suis aussi intéressé de parler aux gens qui ont l'âge de mes parents, qui ont autour de 60 ans, 65 ans. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'intéressent pas à ces questions-là, au contraire. Et je pense surtout que la logique de France Télévisions, c'est d'être présente sur tous les supports, y compris les supports numériques, en mettant le paquet sur les supports numériques. Et c'est le sens aussi de ce format hebdomadaire qu'on va faire, qui est quand même un gros volume de production, parce qu'on va faire 40 formats dans la saison, et des formats qui ne seront pas déclinés des rushs des documentaires. C'est pas les rushs que Non, c'est des formats qui sont tournés exclusivement pour le numérique, donc c'est une vraie production et c'est quoi, c'est éditoriale. C'est des 5-6 minutes à chaque fois? C'est entre 3 et 10 minutes. Voilà, c'est ça qui est bien sur le web, c'est qu'on a une liberté beaucoup plus grande de format, donc c'est entre 3 et 10 minutes. Et voilà, et en faisant à la fois les primes sur France 2, qui est quand même une super case, une super exposition, et le format hebdomadaire sur les réseaux sociaux avec la puissance du numérique, on va arriver, j'espère, en tout cas c'est l'ambition, à toucher quasiment 100% de la population française qui va pouvoir accéder au format sur le front, soit en linéaire, soit en numérique. Et le fait d'être porté par France Télévisions en étendard, tu es un peu le visage de l'écologie. Est-ce que tu as l'impression quand même de te faire récupérer? Est-ce que tu es vigilant à ça, à pas être la caution verte d'un groupe Non, je pense pas, parce que France Télévisions m'a pas attendu pour traiter les questions environnementales. Ça fait quand même des années que dans Envoyé spécial, dans Cache Investigation, dans beaucoup d'émissions d'information, et pas que, sur France 5, il y a énormément de documentaires qui traitent de ces questions-là. Donc France Télé m'a pas attendu pour aller sur la thématique environnementale. Mais est-ce qu'ils t'auraient recruté il y a 2 ans? Est-ce qu'ils t'auraient fait la confiance qu'ils te font cette année à te signer? Je sais pas, c'est toujours difficile de faire de la fiction, de la fiction à rebours. Je sais pas. Non, mais est-ce qu'ils t'ont contacté les autres années et ça s'est pas fait, ou quand même parce que depuis un an il y a une prise de conscience massive, il y a eu la démission spectaculaire de Nicolas Hulot l'année dernière. Est-ce que tout d'un coup ils se sont dit qui y a sur le marché sur ce thème-là, et ton nom est ressorti assez vite? Non, je pense que c'était vraiment une volonté commune. C'est à la fois eux qui sont venus vers moi et moi qui suis allé vers eux, parce que j'avais ce projet de faire une grande émission sur l'environnement depuis un moment. Il se trouve que eux aussi, au même moment, et donc on s'est vachement bien trouvé, et c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça à la fois sur France 2 et sur le numérique. Moi, je voulais pas abandonner le numérique, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est une grosse partie de mon travail. Et voilà, et la possibilité de faire les deux avec la puissance du groupe France Télévisions derrière, je pouvais pas rêver mieux. J'ai cité son nom tout à l'heure, Nicolas Hulot. Évidemment, quand on pense à un magazine sur l'environnement avec de grands reportages à l'étranger, on pense à Nicolas Hulot. Rassure-nous, tu feras pas du LM, tu feras pas de survol en hélicoptère comme Yann Arthus-Bertrand, parce que ça, au niveau bilan carbone, c'est vraiment très mauvais. Mais je pense que c'était une autre époque. C'était une autre époque à plein d'aspects. D'ailleurs, c'était une autre époque en termes de conscience de l'urgence. C'était pas du tout le même timing. On se disait pas que la catastrophe était imminente. On pensait encore à 20, 30 ans. Et donc forcément, on n'avait pas les mêmes mécanismes. Mais malgré les hélicoptères et malgré toutes ces techniques-là, qui peuvent aujourd'hui être compensées par d'autres techniques qui n'existaient pas quand Nicolas Hulot faisait ses émissions, par les drones notamment, il a eu le mérite d'être le premier à faire découvrir aux Françaises et aux Français des images incroyables venues du monde entier, et qui ont participé à sensibiliser, à créer le début de sensibilisation sur ces questions-là. Donc je pense que ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, 15, 20, 25 ans après le début de ces émissions-là, de venir parler du mode de production de l'époque, parce que c'était dans tous les domaines de la vie, les médias, et c'était pareil partout. La société qui était comme et même aujourd'hui, on va pas se mentir, pour faire une émission de 90 minutes avec des images sous l'eau, parce qu'un documentaire sur les océans, c'est en partie sous l'eau, avec des plans aériens, parce que par exemple des animaux comme les baleines, pour les voir en entier quand ça fait 25 mètres, il n'y a pas trop d'autres solutions que d'envoyer des drones, etc. En Australie, Takis parlait de l'Australie où on a été arrêté, où les autorités australiennes ont essayé de nous empêcher coûte que coûte de nous approcher d'un terminal charbonnier pour faire des images. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix que d'utiliser des technologies, oui, polluantes, mais on n'a pas la prétention d'être en dehors de la société, en dehors du modèle économique actuel. On a envie d'informer le plus de monde possible en ayant un impact le plus réduit possible, mais on est obligé de prendre l'avion pour faire ces émissions, soyons honnêtes. Justement, l'Australie, tu as mes aventures en Australie. Quand on pense grand reporter, on pense à ceux qui vont sur les terrains de guerre, on se dit il y a des journalistes qui risquent leur vie, et puis il y a des journalistes qui font des sujets nature, on imagine que c'est moins dangereux. On a le sentiment ces derniers temps que ça devient dangereux d'enquêter sur la Terre, ça devient dangereux d'enquêter sur le climat. Est-ce que toi, tu as l'impression, dans certains pays, de prendre des risques, de ne pas être bien reçu, de ne pas être attendu Alors, moi, j'ai jamais été confronté à une situation où j'ai eu peur pour ma vie, en tout cas sur cette thématique-là.
là. On l'a vu dans la bande-annonce que Takis a montré. Il y a de nombreux journalistes qui travaillent sur ces sujets-là et qui sont assassinés. Pas en France. Voilà, moi j'ai la chance de faire partie d'un pays qui est encore un pays démocratique où il y a des garde-fous qui protègent quand même la presse malgré ce qu'on peut dire. Et donc c'est pas la même situation d'être un reporter français qui va quelques semaines en Australie, quelques semaines au Mexique, que d'être un journaliste mexicain qui travaille dans le nord du Mexique sur le trafic de poissons organisé par les cartels. Là, c'est sûr que la personne qui vit sur place, qui a sa famille sur place, qui a ses amis sur place, prend beaucoup plus de risques que moi qui viens quelques semaines et qui repart. Voilà, le fait d'être volant, on va dire, me protège quand même vachement. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer ma situation, qui est relativement confortable, par rapport à celle des journalistes, des reporters qui vivent sur les terrains où c'est dangereux. Est-ce que c'est plus dur d'enquêter on m'entend plus, je crois. Si. Est-ce que c'est plus dur d'enquêter en France? Non. Ouais, le micro, il n'y a plus de batterie. Est-ce que c'est plus dur d'enquêter en France, justement, ou plus dur à l'étranger? C'est difficile de répondre à cette question, ça dépend de quelle thématique. Est-ce que tu es moins bien reçu quand tu vas en France? Non, je pense que globalement, enfin après moi, encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai jamais été confronté à des difficultés extrêmes d'enquêter en France que ça veut pas dire qu'elles existent. J'ai pas l'impression qu'en France il y ait des choses interdites, voilà, qu'on puisse pas parler de certains sujets. Depuis que j'ai commencé à bosser en tant que journaliste, j'ai jamais eu un cas où on a essayé par des moyens, on va dire, sous-marins, de m'empêcher de travailler. Voilà. Il y a eu des réactions vives face caméra, mais ça, on va dire que c'est le jeu. Quand vous allez titiller quelqu'un sur une question qui n'embête pas, bah, ça peut secouer, ça peut être un peu tendu, un peu viril, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit un problème de censure et de danger sur le journaliste. En revanche, dans d'autres pays, effectivement, quand vous allez, là, comme on était au Mexique, sur les cartels mexicains qui organisent du trafic de faune sauvage, là, oui, on a eu des moments où on s'est dit, on n'est peut-être pas très, très safe, quoi, quand on a quelqu'un du cartel de Sinaloa nous a donné rendez-vous dans un hangar à minuit et demi et on savait pas où on allait, on connaissait personne et qu'on est arrivé, il y avait que des mecs cagoulés avec des couteaux. Là, vous vous dites, oui, s'ils veulent, ils peuvent nous tuer et peut-être que personne ne nous retrouvera jamais. Oui, il y a des idées comme ça qui peuvent vous traverser l'esprit. Mais globalement, on fait quand même très attention. C'est des reportages qui sont très préparés en amont. Et je rappelle une fois de plus l'importance de ce qu'on appelle les fixeurs dans le métier. Ces journalistes locaux, des journalistes qui vous aident à faire locaux vos sujets. qui sont essentiels à la conduite de ces reportages-là, qui sont les personnes qui nous permettent de faire le lien souvent avec les protagonistes du sujet auxquels on ne peut pas accéder si on ne passe pas par eux. Et eux, pour le coup, et on le voit d'ailleurs régulièrement, il y en a beaucoup qui sont tués, notamment au Moyen-Orient, en Irak, il y en a eu un récemment. Eux prennent des risques beaucoup plus importants que nous. Et c'est eux qui assument le risque pour les équipes souvent de journalistes occidentaux et on leur rend rarement hommage et on souligne rarement le caractère incontournable de leur travail sur ces terrains-là. Bon, avant de vous passer la parole quelques minutes, juste dernière petite question. Ta grosse rentrée, donc c'est la semaine prochaine avec le lancement donc, des reportages sur le numérique et aussi cette espèce d'émission, ce grand barnum dont Takis a dit quelques mots, l'émission Pour la Terre avec beaucoup d'animateurs de France Télévisions, Nagui et Anne-Elisabeth Lemoine pour la présentation. Tu vas convaincre les Français de faire comme toi, de devenir vegan, d'arrêter toute viande. Alors, je ne suis pas vegan, attention. Alors, non, les véganes vont te jeter la pierre. Je ne suis pas vegan, je suis végétarien. Ouais, végétarien. Moi, j'arrive pas, hein, j'essaye, mais. Bah, c'est très bien d'essayer. Tu vas essayer de convaincre les gens de suivre ton exemple? Non, alors convaincre, c'est pas le. Je pense pas des trucs. Ouais, alors donne-nous un truc pour. Non, moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet-là, avant tout, c'est assez basique, hein, mais c'est d'informer, parce que le business de l'agro-industrie repose sur le fait que les consommateurs sont incapables de savoir ce qu'ils mangent et sont incapables d'accéder aux informations. C'est pas pour rien que les caméras dans les abattoirs ont été combattues avec la plus grande force par les lobbies de l'agro-business, que c'est impossible de pénétrer dans des élevages industriels sauf à y aller illégalement. C'est pas pour rien tout ça, c'est parce que ce secteur industriel-là sait qu'il faut cacher les choses. Donc moi, la première étape avant de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parce que je suis personne pour dire aux gens quel régime alimentaire ils doivent adopter, c'est d'informer. C'est difficile de changer de régime alimentaire. C'est difficile, bien sûr, c'est possible. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est difficile. Mais c'est déjà d'expliquer ce qui se passe dans ces lieux-là où moi je suis allé, dans les élevages industriels, les abattoirs, la pêche industrielle. De raconter comment ça se passe, juste d'être factuel. Je pense que c'est la première étape indispensable pour remettre en cause un régime alimentaire qui est basé sur la consommation de produits animaux et, dans un premier temps, de réduire cette consommation. Personne ne deviendra toute la population ne deviendra pas végétarienne du jour au lendemain. Et d'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas, ça j'ai pas la réponse. Ce qui est nécessaire, en revanche, c'est de diminuer le niveau actuel de consommation de viande et de poisson, parce qu'on parle rarement des poissons, mais c'est au moins aussi important, parce que c'est notre consommation actuelle de produits animaux, au niveau auquel il est actuellement, qui est en train, de vider les océans,
2, de détruire une grande partie de l'environnement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'ONU qui est sorti sur la perte de biodiversité il y a quelques mois, où il fait le top 3 des 3 raisons principales de perte de biodiversité. En 3, on a le réchauffement climatique. En 3, hein. En 2, on a la pêche. Et en 1, on a l'élevage et la destruction des espèces. Donc pour l'ONU, les 2 principales causes de perte de biodiversité, c'est l'élevage et la pêche. À partir de là, on peut que se poser des questions. Bon, si vous avez des questions, des gens qui veulent des conseils pour devenir végétarien, c'est le moment. Mademoiselle. Bonsoir. J'ai une petite question. Vous l'avez présenté comme le monsieur écologie de France Télévisions. Est-ce que justement, il faut que ça soit incarné, la défense de l'écologie, pour que le message passe ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Cette question, je pense qu'on peut y répondre pour l'écologie comme pour tous les autres thème. La question, en fait, c'est est-ce que l'incarnation est nécessaire au journalisme ? Je pense qu'elle est utile. Voilà. Je pense pas qu'il faut que tout le monde fasse du journalisme incarné. C'est très bien qu'il y ait une diversité de types d'informations. Mais je pense qu'elle est utile parce qu'elle permet d'amener un certain public qui s'intéresserait peut-être pas à une part des sujets via l'incarnation. Je peux prendre un exemple, celui du Congo. Quand j'étais à Combini, j'ai fait un reportage sur la famine au Congo, qui est un thème considéré dans les médias traditionnels souvent comme peu vendeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peu de sujets, parce que globalement l'Afrique, dans un journal télévisé, on a remarqué que ça faisait décrocher les courbes, etc., d'audience. C'est assez cynique comme constat, mais c'est souvent ce qui a été fait. Et Benoît pourra le confirmer, parce qu'en tant que journaliste média, tu dois savoir que les sujets internationaux... La politique et l'international dans les JT, ça fait baisser fuir les téléspectateurs. Et donc c'est ce qui explique que ces sujets soient peu traités. Et je pense qu'en y allant, moi, en reportage incarné, etc., j'ai réussi à intéresser à ce sujet-là une partie des gens qui me suivent, qui ne seraient pas allés regarder un reportage là-dessus sur Envoyé spécial, qui ne seraient pas allés regarder un reportage là-dessus sur Arte à une heure tardive, etc., qui l'ont vu via l'incarnation. Et du coup, ça a créé des super trucs derrière. Ça, on a lancé une levée de fonds ensuite, après ce reportage. On a récolté 600 000 euros en 2 semaines. Qu'on a versé à Action contre la faim, qui a ouvert 5 hôpitaux grâce à ces 600 000 euros sur place. Et il y a des milliers d'enfants qui ont été concrètement sauvés grâce à ce reportage. Je ne pense pas qu'il y aurait eu le même impact avec un reportage non incarné, diffusé sur une chaîne info, par exemple. Une autre question, madame ? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai passé la journée là, à écouter un certain nombre de débats, notamment ceux sur l'écologie, et je suis assez troublée qu'on parle si peu de l'impunité des multinationales. Je voulais avoir votre avis sur la question et savoir notamment, quand même, on parle beaucoup du citoyen et de la place qu'il a dans l'écologie, mais on sait que ça représente à peu près 20 à 25% de sa possibilité d'action. On sait surtout que les multinationales sont des gros pollueurs. On n'en parle pas, ou très peu, alors que c'est eux qui ont la main sur une baisse notoire Cash Investigation le fait quand même un petit peu. Oui, mais ils sont les seuls. Effectivement, il y a Cash Investigation et d'autres quand même enquêtent sur ces questions-là, pas forcément en télé, mais en presse écrite et en radio. Alors, j'ai une réponse double. D'abord, les multinationales, c'est nous. C'est-à-dire que les multinationales, si elles sont multinationales, si elles font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on achète leurs produits. Voilà. Si on n'achète pas leurs produits, il n'y a pas de multinationale. Si on n'achète pas de viande, pour revenir à ma marotte, issue de l'élevage industriel, il n'y a pas d'élevage industriel. Si on n'achète pas de poisson pêché au chalut, il n'y a pas de pêche au chalut. C'est assez basique, mais c'est vrai. La carte bleue, c'est un bulletin de vote qu'on utilise 3 fois par jour pour acheter à manger, ou 1 fois par semaine si on fait des courses groupées. Dans une multinationale. Voilà, dans une multinationale. Et c'est des choix qu'on fait. On choisit à qui on donne notre argent. Il y a d'autres options qui existent. Sur l'alimentaire, c'est vrai sur d'autres domaines. Je ne dis pas que c'est facile, et moi-même, je suis le premier, parfois, à acheter des t-shirts dans la grande distribution qui valent 10 euros parce que ça, passez-moi les termes, ça me fait chier de mettre 50 euros dans un t-shirt. Donc, je vais acheter des t-shirts 10 euros qui sont fabriqués au Bangladesh, et je sais que ça a un mauvais impact. Bon, ça m'empêche pas, j'essaie de réduire, j'essaie d'acheter du Made in France, etc. Ça m'empêche pas de le faire, même si je le sais. Mais je participe, nous participons à la puissance des multinationales. Le jour où il y aura une réaction massive des citoyens qui refuseront majoritairement de se tourner vers ces produits-là, le système économique changera forcément. Peut-être, vous avez peut-être raison là-dessus, vous avez certainement raison là-dessus, mais parce qu'on traîne aussi. Parce qu'on traîne. Par paresse, par confort, par habitude. Mais alors c'était le deuxième point de ma réponse. C'était effectivement, il peut y avoir une action législative, du coup, ou politique, sur ces multinationales. Mais encore une fois, j'en reviens au point de départ, c'est-à-dire que les hommes et les femmes politiques qui vont devoir faire ces lois, ils vont être confrontés à des lobbies très puissants en face.
s'il n'y a pas un soutien massif de l'opinion publique, qui s'exprime notamment par le choix de consommation et par le vote, ils ne feront pas ces lois. On l'a vu, exemple très simple pour celui que je connais, parce que je connais moins le secteur minier, etc. Mais sur la vidéosurveillance en abattoir, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il arrive au pouvoir, on l'abandonne. On passe à un système d'expérimentation volontaire, c'est-à-dire à rien. Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que d'un côté, Emmanuel Macron, il avait le lobby de l'agrobusiness ultra puissant qui sont venus le voir peut-être 10 fois par jour pour lui dire que ça allait être une catastrophe industrielle. Et de l'autre, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'opinion publique quand on a annoncé que cette mesure n'était pas mise en place? Bah rien. Il ne s'est rien passé. Le niveau de consommation de la viande issue de l'élevage intensif n'a pas bougé. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de pétition, il n'y a pas eu de gens qui l'ont interpellé dans ses déplacements publics pour dire que c'était scandaleux. Il ne s'est rien passé. Et ça, le calcul, il est vite fait du point de vue d'un politique. Beaucoup d'emmerdements d'un côté, une apathie de l'autre. Qu'est-ce qu'on choisit? L'apathie. On choisit d'éviter les emmerdements. Et pour vous donner raison quand même, il y a effectivement, et notamment en Australie, ça va être dans le premier documentaire sur le front consacré aux océans, il y a une impunité des gros groupes industriels. Alors en Australie, en l'occurrence, c'est une entreprise qui s'appelle Adani, qui est une énorme entreprise indienne de mines, de charbon, qui est la plus grosse entreprise de charbon dans le monde, et qui est en train de construire, juste à côté de la Grande Barrière de Corail, la plus grosse mine de charbon de l'histoire de l'humanité, 60 millions de tonnes de charbon par an, ça fait 2 tonnes par seconde de charbon. 2 tonnes par seconde de charbon dans une seule mine. La surface de la mine, c'est 5 fois Paris. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer en Australie en ce moment, qui a été validée par le gouvernement australien. Et pourquoi elle a été validée par le gouvernement australien? 1, le chantage à l'emploi. On crée des emplois. Si vous ne donnez pas l'autorisation, il y aura des chômeurs. 2, on finance les partis politiques. Parce que l'entreprise Adani, elle finance le parti politique au pouvoir aujourd'hui en Australie. Voilà comment s'explique l'impunité des multinationales sur cet exemple-là. Après, il y a d'autres exemples sûrement qui diffèrent. Mais c'est toujours la même chose. Ce gouvernement australien, il a été élu par les Australiens. Il y avait d'autres options. Il y avait des partis qui s'opposaient à cette mine, qui n'ont pas été élus, qui ont été mis en minorité. Donc je pense très sincèrement que le problème de base, il est à la base, c'est nous. C'est le jour où collectivement on refusera de rentrer dans ce jeu-là, via nos choix de consommation, via notre vote, ça changera. Mademoiselle, je vous vois agiter le micro là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans le débat écologique. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ah oui, pardon. C'est que je trouve qu'on insiste beaucoup sur l'importance de sensibiliser les gens. Mais par contre, ce n'est pas du tout clair les actions qui doivent être mises en place concrètement. Il se trouve que c'est un sujet que je connais très bien parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'environnement. Et je suis hyper frappée de voir tout autour de moi des gens qui se disent soit je deviens un végétarien, j'arrête l'avion, j'arrête le plastique, j'arrête le carton. En fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. D'autant que, comme vous venez de le dire, en Australie, il y a des gens qui polluent beaucoup plus. En Chine, encore pire. En Guatemala, encore pire. Donc, ça servira à rien. Donc, en plus, on sait même pas quand est-ce que ça va arriver. Enfin, c'est hyper décourageant. Alors que aujourd'hui, c'est clair. Enfin, il faudrait hiérarchiser de manière extrêmement claire. Et pour moi, ça, c'est le rôle des médias. Et c'est quelque chose qui est complètement bypassé pour l'instant. De dire, si vous mangez de la viande, voilà l'impact. Un t-shirt, voilà l'impact. Et même on peut pas tout mélanger, quoi. Et de dire, on change de plastique pour le carton, c'est crétin, tout le monde le sait. Et pourtant, tout le monde le fait. Enfin, il y a des choses où il faut permettre aux gens de ne pas être extrêmes, de ne pas complètement diminuer en mal-être, et pourtant d'agir sans se décourager. Et je pense que c'est vraiment votre rôle et que c'est pas mis en place actuellement. Alors c'est une grosse responsabilité. Moi, je suis pas les médias, hein. Je suis un journaliste qui fait des reportages, donc je peux pas répondre pour les médias. Mais je pense que pour être tout à fait honnête, je pense que ça commence quand même. On voit quand même de plus en plus de formats qui proposent des solutions. Alors on est au début, hein, mais je trouve que l'émission de France 2 la semaine prochaine, c'est l'idée, c'est 10 défis pour la planète, 10 gestes pour la planète. Ça s'appelle l'émission pour la Terre, mais le concept c'est ça. C'est de donner des clés concrètes aux gens pour agir à leur niveau, sur des défis ciblés et sans remettre complètement en cause leur mode de vie, parce qu'effectivement, et vous avez raison là-dessus, qui aujourd'hui est prêt à vivre de manière totalement éco-responsable? Pas grand monde, parce que ça veut dire arrêter la voiture, donc souvent arrêter de travailler, ça veut dire arrêter l'avion, donc plus partir en vacances avec les copains, ça veut dire arrêter le ski parce que c'est pas bon pour les glaciers, ça veut dire ne plus consommer de plastique, donc mettre beaucoup plus d'argent pour acheter des trucs en verre, ça veut dire ne plus manger de viande, donc les gens stressent, ont l'impression qu'il va leur manquer quelque chose, donc c'est quasiment impossible d'être parfait, d'être exemplaire aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question.
notamment sur la viande. L'essentiel, c'est d'aller dans le bon sens. Après, chacun fixe la vitesse dont il se sent capable, chacun fixe les objectifs qu'il se sent capable d'atteindre. Il y a plein de gens qui me disent, quand je fais des conférences sur le bouquin, qui me disent moi je veux vraiment arrêter la viande parce que je suis convaincu que c'est pas bon, mais j'y arrive pas. Comment faire ? Je craque une fois de temps en temps. Je dis mais c'est pas grave en fait de craquer une fois de temps en temps, manger un bout de jambon d'entrecôte une fois toutes les 2 semaines, c'est pas ça qui va faire que votre action va être nulle. Au contraire, il vaut mieux la plupart du temps réduire, arriver à éviter la plupart du temps d'en consommer, une fois de temps en temps vous faire plaisir et au moins ne pas être frustré, parce que je suis à peu près persuadé qu'on n'arrive à rien par la frustration. C'est vrai pour la viande, c'est vrai pour le poisson, c'est vrai pour l'énergie fossile, c'est vrai par plein de trucs. Si le choix c'est retourner à l'âge de pierre et être exclu socialement et être éco-responsable, ou continuer comme on fait aujourd'hui et être bien, évidemment 99,9% des gens vont choisir être bien, c'est normal, on ne peut pas demander aux gens de choisir autre chose, et moi-même je choisirais être bien. Donc l'essentiel c'est de fixer des caps atteignables et déjà d'informer les gens. Parce que ça paraît un peu bête de dire ça paraît un peu simpliste, mais il y a plein de domaines où les gens ne savent pas. L'Amazonie cet été, je trouve que c'était frappant comme situation. On a parlé dans les JT... On en a beaucoup parlé quand même. Oui, non mais on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de l'Amazonie. On a dit l'Amazonie brûle, c'est terrible, alors on reçoit le chef Raoni, on envoie des millions d'euros, etc. Mais le problème de l'Amazonie, quel responsable politique, dans quel média d'influence on a dit le problème de l'Amazonie clairement avec les mots qu'il faut poser dessus. Le problème de l'Amazonie, de la déforestation, c'est l'élevage. Point. Ça se résume comme ça. 60% de la déforestation en Amazonie aujourd'hui, c'est lié à l'élevage. Il y a 6 ans, c'était 80%. Donc les arbres qui sont coupés en Amazonie, c'est pour faire des pâturages et planter du soja, pas destiné aux végétariens et aux véganes, parce que le soja destiné aux végétariens et aux véganes, il est fait en France ou en Europe, mais destiné aux animaux d'élevage européens et américains. Donc nos porcs, nos poulets, nos vaches sont nourris avec du soja brésilien, en partie, et en achetant ces produits-là, on participe directement à la déforestation de l'Amazonie, aux incendies en Amazonie. Le lien, il n'est même pas abstrait, il n'est même pas flou, il est direct. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a certaines situations comme l'Amazonie cet été où ça a manqué ce discours-là, de dire quel est le vrai problème de l'Amazonie. Parlons-en. Et on compte sur vous, Hugo, j'imagine que l'Amazonie fait partie de vos sujets. On compte sur vous, Hugo, j'imagine que l'Amazonie fait partie de vos sujets. Non, mais je reprends du coup votre question. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, ouais, bien sûr. Merci à tous. Du coup, je parle comme ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.